Bonjour, oula, ça commence bien, hop. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le compte Instagram du CNC pour un nouveau live. Et aujourd'hui, pour le live de la semaine, nous allons recevoir Dora Muto pour parler, mais pas seulement, de sa mini-série documentaire Comment j'ai hacké mes intestins, visible sur Arte ou France TV /. Comme d'habitude, on va vous le redire après tout à l'heure, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et donc Dora et moi, on les lira et on les choisira voilà, au fil de la discussion. Donc là, on va appeler tout de suite Dora. Alors, alors juste, pardon, hein, juste quelques petits instants. Juste le temps. Alors, juste un... Alors, un petit instant, hein, c'est juste... le temps de la trouver. Alors, on vous demande juste un peu de patience, ça va commencer dans quelques instants. Le temps... Alors juste un petit instant parce que il y a un peu de retard, mais on va venir dans quelques minutes. Vraiment, ça va être très rapide. Hop, voilà Dora. 2 secondes. Désolé encore pour le petit contretemps. Comment on dit, les aléas du direct. Et voilà Dora. Salut, Salut, ça va? ça va et vous? On peut se tutoyer peut-être? Soyons fous. Super. Génial, super. Voilà, bon, désolé pour le retard, mais bon, nous voilà, on est connectés et tout. Voilà, alors je sais pas si... Ah, Pardon? j'entends hyper mal. Hmm, tu Est-ce que m'en- c'est moi ou c'est le... Là, tu m'entends mieux? Ouais, là je t'entends beaucoup mieux. Ça doit être, voilà, ça doit être, mon micro était mal placé. Voilà, très bien. Pas de souci. Cool. Donc alors, ce que je disais en début de vidéo, c'est que, donc, je sais pas si tu vois les commentaires apparaître en dessous. Ouais, Voilà, bah, si jamais tu vois pendant la discussion, tu vois une question, voilà, et tu te dis, ah tiens, voilà, n'hésite pas à t'interrompre et à répondre, voilà, ok. c'est sympa.
Bon, bah donc on est ravis de te parler. Donc on va parler, mais pas seulement de ta mini-série Comment j'ai hacké mes intestins, qui est visible sur Arte, et sur France TV Slash, Ouais, qui est une espèce d'odyssée très personnelle où tu pars où tu essaies de soigner ta maladie, en fait. Tu dis si je me trompe, voilà. Est-ce que ça. tu peux nous expliquer le concept, voilà, déjà pour commencer? Ouais, bien sûr. Alors en fait, il est sur 6 épisodes où en fait, dans chaque épisode, je vais explorer une thérapie du microbiote. C'est-à-dire que le microbiote, c'est ces 2 kilos de bactéries qu'on a tous dans les intestins et qui doivent être en symbiose avec nos propres cellules. C'est-à-dire que ces bactéries-là communiquent avec nos cellules intestinales et tout ça doit bien fonctionner en harmonie. Sauf que des fois, en fait, on commence à avoir un microbiote en dysbiose, ce qui veut dire qu'on a des mauvaises bactéries ou des bonnes bactéries qui deviennent des mauvaises bactéries parce qu'elles sont en trop grande quantité. Et donc, cet écosystème devient ce qu'on appelle dysbiotique et donc n'est plus en harmonie. Et quand on est dans cette situation, ça peut créer des problèmes intestinaux, mais ça peut aussi créer d'autres types de problèmes. Par exemple, on voit des corrélations aujourd'hui. On voit que dans certaines pathologies, on peut avoir un microbiote malade, comme dans Alzheimer, comme dans Parkinson, comme dans plein d'autres maladies. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on- la science se demande comment faire pour essayer de remettre un microbiote dans un bon état, se pose la question de qu'est-ce que c'est un bon microbiote. Et donc, moi, j'ai été explorer toutes ces thérapies différentes, euh, des thérapies qui sont accessibles comme des thérapies autour de la nutrition ou des probiotiques, et puis des thérapies qui sont encore de l'ordre de la recherche pour espérer rétablir son microbiote pour être en bonne santé. Mm. Et donc, à quel moment tu as décidé de transformer ta recherche en série? Est-ce que c'était vraiment dès le départ ou ou c'est au bout d'un moment tu t'es dit tiens bah, je vais mettre en scène ce que je suis en train de vivre? Alors, en fait, avant d'écrire avant de faire cette série, j'ai écrit un livre qui s'appelle À fleur de paix, le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à l'envers. Et donc, moi, j'ai été malade pendant 10 ans à peu près avant d'écrire ce livre. J'ai écrit ce livre parce que j'avais accumulé énormément et énormément d'informations sur une maladie particulière du microbiote qui me touche, qui s'appelle le SIBO, ce qui veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ce livre parle principalement de cette maladie-là, mais dans la dernière partie du livre, j'avais toute une partie sur les espoirs, sur les thérapies du microbiote, ce qui pourrait fonctionner dans le futur. Et en fait, j'ai pris la dernière partie de ce livre et je me suis dit, bah tiens, ça ferait un docu sympa où je pourrais justement aller à la rencontre de tous ces scientifiques. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. J'ai été voir mon producteur chez Effervescence et en fait, il était partant. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. En quoi est-ce que donc avant d'écrire ce bouquin, donc tu étais déjà connu, si je me trompe pas, pour le compte Instagram T'as joui, tu parles du plaisir féminin entre autres, enfin tu parles de Ouais. sexualité. Et en quoi est-ce que ça t'a aidé à faire cette série, ce compte? Alors, Aidé. en réalité, j'ai écrit ce livre avant que le compte Tajoui buzz. Mhm. Euh, les choses se sont fait un peu en même temps. Donc, Tajoui n'a pas vraiment aidé le docu et le docu n'a pas vraiment aidé Tajoui. C'est vraiment deux parties de ma vie qui se sont croisées, mais qui n'avaient, enfin, il y avait pas de lien à la base. Donc, Mais les deux sont un peu liés par le fait que tu essayes d'interroger enfin, en tout cas des choses qui sont un peu tabous, des choses ouais. dans lesquelles on n'a pas l'habitude de parler pour tout un tas de raisons, j'imagine, culturelles. Voilà. Est-ce que voilà, il y a quand même tu trouves qu'il y a un lien Ouais. thématique ou Bah, en fait, souvent je rigole et je dis que je suis vraiment une journaliste de cul parce que je m'intéresse au cul côté sexe et au cul côté cul, du côté caca, sens prout, propre, ouais. intestin, voilà. Je dirais que tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, qui est un peu tabou, euh, m'intéresse. Et après, si je suis totalement honnête, je suis une grande provocatrice. Et vu que j'ai un caractère un peu comme ça et que j'aime bien m'attaquer aux tabous, surtout quand je les trouve complètement absurdes et que selon moi ces tabous n'ont pas lieu d'être,
Par conséquent, voilà, ce qui m'agace un peu à titre personnel, que ce soit ce problème d'intestin ou que ce soit comment on traite les femmes dans leur sexualité, j'ai envie de, voilà, j'ai envie d'en parler, alors j'en fais des contenus, quoi. Mm. Et donc là, pour cette série, tu te mets en scène. Ouais. Comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu as le trac ou est-ce que pour toi, justement, là, tu parlais de provocation, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de très naturel, au contraire? Pour moi, c'est très naturel. Surtout que la façon dont on a décidé de tourner ce docu, c'est-à-dire qu'on a utilisé vraiment le format story où je me filme beaucoup toute seule. Donc, il y a une partie qui est filmée évidemment par un crew avec une réalisatrice et un caméraman. Euh, et il y a plein d'autres parties où finalement je me filme complètement toute seule au naturel, comme en fait je le fais très très souvent sur Instagram. Je filme un peu ma vie au quotidien, mes réflexions, etc. Donc finalement, cette pratique-là, c'est une pratique que j'ai tout le temps. Et ça changeait pas grand-chose. Pour moi, euh, j'ai une notion de vie privée, vie publique un peu différente de beaucoup de gens. Je considère pas que ces choses-là sont privées, en fait. Je pense que le problème, c'est qu'on les rend privées et que ça ne devrait pas. Mhm. Donc oui, justement, donc il y a une réalisatrice, c'est Nadja Hanan, c'est Oui, ça? c'est ça. Euh, Comment c'était le tournage, entre guillemets, traditionnel? Vous étiez combien? C'était un gros groupe, c'était... Non, il y avait Nadja et puis il y avait un caméraman en plus. Donc ça se faisait en petit comité. Moi, je me suis pas du tout occupée de l'esthétique et de la réal du docu. C'est-à-dire que moi, j'ai juste dit que je voulais être à l'aise en me filmant moi-même de temps en temps. Mais c'est vraiment elle qui a imaginé la réal. Le seul truc aussi, c'est que moi, je voulais qu'il y ait des gifs et que ce soit très internet, un peu. Je voulais que ce soit humoristique. Et puis, en fait, on avait aussi gagné un appel à projet. euh, donc, euh, qui, euh, qui, en fait, l'appel à projet à la base, c'était ma vie sur Internet, ma vie sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'ai décidé de parler de ma vie sur les réseaux sociaux à travers mon problème de santé. Mais du coup, il fallait quand même répondre à l'appel à projet qui était quand même de jouer avec ce truc hyper Internet. Et ça tombait bien parce que moi, j'adore la culture web et puis j'adore l'absurdité de la culture web. Et je trouvais que mettre cette culture web mêlée à la science, c'est une façon de vulgariser pour que ce soit beaucoup plus digeste. Parce que souvent, le problème de la science, c'est que on s'en fait des montagnes et les gens sont effrayés par ce type de sujet. Hmm. Oui, justement, là, tu parlais de l'appel à projet, c'est l'atelier de Oui, l'audiovisuel public, c'est ça? c'est ça. Qui a également produit Amour solitaire, qui nous Ouais. suit d'ailleurs dans les commentaires. Voilà, donc pour toi, en fait, au fond, comment j'ai hacké mes intestins, c'est le récit justement d'une vie sur les réseaux sociaux, d'une certaine façon, en fait. J'ai pas entendu, ça a coupé. Pardon, excuse-moi. En Pardon. fait, le rapport, c'est, enfin, pour toi, est-ce que pour toi, comment j'ai Ouais. hacké mes intestins, c'est aussi le récit d'une vie sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait, parce que pour moi, en fait, une grande partie de ma quête de guérison, en fait, s'est passée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le tour de ce que la médecine hospitalière conventionnelle avait à m'offrir en France, eh ben, j'ai commencé à aller sur des groupes Facebook de malades. Et c'est vraiment les groupes Facebook de malades qui m'ont complètement orientée dans je ne sais pas quelles sont les sciences qui sont un peu inexplorées. Euh, Parce que les malades postent énormément d'études, en fait. Parce que quand on est malade euh, et qu'on veut vraiment s'en sortir, on suit l'actualité sur une maladie et la recherche sur une maladie de beaucoup, beaucoup plus près que n'importe quel médecin, presque. Hmm. Et donc, par conséquent, moi, ces groupes de malades, pour moi, ont été d'une aide incommensurable, on va dire. Et surtout aussi, ont beaucoup aidé à avoir un soutien psychologique. Parce que quand on est dans un genre d'errance médicale, ça peut être très très dur à comprendre pour les gens qui ne vivent pas ça. On peut te dire c'est dans ta tête, c'est rien du tout, passe à autre chose. Les gens ne comprennent pas forcément. Et là, de se retrouver avec plein de gens dans des situations très similaires, euh, ça fait du bien en fait. Même si on s'en sort pas au niveau intestinal, psychologiquement déjà, c'est un super apport. Hmm. Et ça a été un projet difficile à monter, globalement. Alors j'ai envie de dire que j'ai cru que ça allait être compliqué et ça ne l'a pas été. Déjà, quand je suis venue avec ce projet voir mon producteur, je me suis dit ça va jamais passer parce que
je parle quand même de thérapies qui sont voilà, qu'il faudrait peut-être pas recommander à tout le monde, c'est-à-dire la transplantation fécale, la thérapie par verre, c'est des trucs qui sont voilà, qui font pas partie encore de la médecine conventionnelle aujourd'hui. Et je me suis dit, mais quel diffuseur va prendre un risque sur un truc pareil? Donc déjà, moi, je me suis dit, je propose, mais bon, ça marchera, enfin, il y a une chance sur 1000 pour que ça marche. Et puis, en fait, mon producteur m'a assez rapidement appelé pour me dire, bon, bah, ça y est, ça le fait. On a plusieurs chaînes avec nous qui sont partantes. Et donc, ça s'est fait relativement facilement. Et puis, après, ça a été assez fluide aussi parce que moi, vu que ça fait très longtemps que je m'intéresse aux scientifiques et à ce qui se fait, et que j'avais déjà écrit un livre sur le sujet, j'avais un mapping très clair dans ma tête de qui il fallait aller voir, qui il fallait contacter. Donc, en fait, en l'espace de quelques mois, j'ai scripté le docu. Et ensuite, ben, on a juste contacté tous les scientifiques et les choses se sont faites de façon fluide, en fait. Ça a été pas facile, mais ça a été moins compliqué que ce que je pensais. Ouais, donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la série, alors donc déjà c'est assez rapide vu qu'il y a 6 épisodes d'environ un quart d'heure, donc ça se regarde vraiment d'un coup, ça se regarde même comme un petit film d'1h30. Donc allez-y, dès que le live est fini, allez la voir parce que c'est vraiment, non seulement c'est très rigolo, mais en plus c'est très instructif, c'est surtout ça. Voilà. Et donc, vous allez vraiment vous allez aux quatre coins du monde. Vous allez aux Ouais, États-Unis, vous allez dans en les pays Georgie. de l'Est. Voilà, je ne vais pas spoiler voilà, c'est ce qui se passe. Mais voilà, est-ce qu'il y a une séquence que tu as trouvée plus difficile que les autres à faire, que ce soit en termes d'organisation ou en termes de thème? Alors, une séquence plus difficile à faire, je réfléchis. Euh, non, enfin, ouais, il y a peut-être une séquence qui était un tout petit peu plus compliquée. C'est la séquence au labo de probiotiques, qui est dans le deuxième épisode. Euh, Parce que c'est pas simple, en fait. Déjà, ça a été dur d'être reçu. Parce que les labos de probiotiques sont assez frileux sur le fait de recevoir des journalistes. Ils sont frileux sur montrer leur technique aussi de production. Donc ça a été compliqué d'obtenir un rendez-vous. Et puis ensuite, expliquer, enfin, en fait, rien que de mon côté, comprendre vraiment comment c'est fait, ça demandait voilà, un certain effort. On nous demandait aussi d'être relativement discret bah, parce que c'est un univers, enfin, la production en pharma, voilà, c'est un univers fermé, voilà. Hmm. Donc, Ouais, justement, c'est ça. Tu t'aventures tu t'aventures aussi dans un monde qui est encore à défricher. Comme tu ouais, dis, c'est quelque chose qu'on commence juste à explorer, en fait, ouais. tout l'univers que tu montres. Est-ce que ça serait quoi tes conseils justement pour éviter de tomber dans des plans bizarres, dans des trucs de charlatans, dans de la fausse science, parce que je pense que tu dois avoir une sacrée, enfin, une sacrée expérience dans ce domaine. Ouais. Tu disais, t'es tombé, il y avait plein de trucs différents. Voilà, ça serait quoi tes conseils pour éviter de tomber dans tout et n'importe quoi? Moi, je pense qu'effectivement, quand on est très malade ou qu'on vit des maladies chroniques dans lesquelles on ne se sort pas facilement, on a cette tendance on a tellement envie de s'en sortir on serait capable d'essayer tout et n'importe quoi. Mm. Pour moi, la bonne stratégie, c'est déjà de rester curieux, dans le sens de en fait, il ne faut pas être totalement fermé parce qu'il y a des sciences et il y a des techniques de médecine plus holistique qui peuvent effectivement fonctionner. Mais il y a aussi beaucoup de charlatans qui veulent juste prendre votre argent et qui vous vendront plantes ou plein enfin, des plantes qui ne fonctionnent pas ou des techniques complètement absurdes. Donc je pense que la technique pour moi, c'est généralement de faire des véritables recherches là-dessus et notamment d'aller sur des moteurs de recherche scientifiques comme PubMed pour voir s'il y a des études qui ont été faites, si c'est plausible ou si c'est complètement à côté de la plaque. Par exemple, il y a un mec qui est très connu dans la sphère des problèmes d'intestin et de thyroïde, qui s'appelle le Medical Medium. Le Medical Medium, c'est un mec qui a écrit plusieurs livres qui sont des best-sellers, etc. Mais alors il dit que toutes ses connaissances en nutrition viennent de Dieu. Il dit qu'il est médium, c'est donc un médium médical. C'est donc une voyante, entre guillemets, du médical. Donc lui, il dit qu'il a su que sa grand-mère avait un cancer avant même que le médecin
le disent parce qu'ils le savaient, tout simplement, parce qu'une voix lui parle. Et ce mec a un succès gigantesque, tout simplement parce que je pense qu'il doit être naturopathe ou nutritionniste derrière. Enfin, c'est un mec qui a l'air d'avoir de véritables connaissances, l'air de rien, mais qui il médiatise ça sur ce ton-là. Et moi, ça, je trouve ça pas acceptable, en fait. Je pense qu'il y a des limites. Je pense que c'est malhonnête parce que s'il sort son info de quelque part, je doute forcément que ce soit de là. Après, bon, si on croit à la spiritualité, on peut aussi y croire, mais ça dépend où on décide d'arrêter sa croyance. Ça appartient à chacun. Hmm. Donc ouais, il faut bien vérifier en fait d'où viennent. Enfin, il peut y avoir aussi des fois un fond solide, un fond crédible, mais derrière il y a encore des choses un peu plus Mais il y a le douteuses. storytelling qu'on en fait aussi. Hmm. Et dans ce genre de milieu, il y a tout et n'importe quoi. Je vais donner une anecdote un peu marrante. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je suis tombée sur un groupe comme ils disent, healers, enfin guérisseurs, si on veut, qui sont des gens qui utilisent donc les fréquences. Donc leur idée, c'est qu'ils ont des machines qui créent des fréquences sonores. Et ces fréquences sonores seraient capables de tuer les bactéries intestinales problématiques. Bon, je trouvais pas l'idée totalement absurde. Je me suis dit pourquoi pas parce que et j'ai regardé des vidéos effectivement où en fait on montre que des bactéries peuvent être tuées avec certaines fréquences. Ceci dit, je pense qu'en fait ils partent d'un fond de vérité qui est vérifiable en science et en fait ils en font des musiques qui n'ont rien à voir avec des fréquences, qui sont juste des musiques à la con de techno quoi presque. Et, et ils vendent ça comme si en entendant ces sons, on allait guérir son ventre. Bon, voilà, donc il faut faire la part des choses, quoi. Mhm. Ouais. Mais ce qui m'étonne aussi un peu, c'est que en fait la série soit aussi courte et est-ce que vous aviez une limite de... Parce que tu vois, là, par exemple, là, ce que tu racontes sur les vibrations, tu vois, tu te dis, ah putain, ça aurait fait une super séquence. Voilà, mais j'imagine que vous avez dû vraiment dégraisser. Alors, on avait un budget, en fait. D'accord, tout simplement. On avait un budget, et à partir de ce budget, on a essayé de faire ce qui était réaliste en termes de temps, d'argent, de, de voyage aussi. Et donc, ça s'est un peu arrêté là. C'est-à-dire que moi, la série, en vrai, je pourrais faire 15 épisodes, hein, nos problemos sur tout ce que j'ai croisé dans mon parcours pour se guérir les intestins, que ce soit la médecine ayurvédique indienne qui peut être très intéressante, la médecine chinoise qui peut être très intéressante, la médecine amazonienne. Enfin, euh, il y a un million de trucs à dire en fait. Mais bon, il fallait fixer une limite. Et puis, vu que le docu a aussi été acheté, donc c'était Arte, France Télévisions et TV5, la il y avait quand même une forme de demande aussi de mon producteur de rester dans quelque chose de scientifique. Donc aussi mon choix s'est fait sur des thérapies sérieuses, scientifiques, et pas tout ce qui est un tout petit peu plus holistique ou un peu plus spirituel comme approche, on va dire. Alors, excuse-moi juste de t'interrompre. Qu'est-ce que tu entends exactement par holistique? Holistique, pour moi, ça veut dire de prendre le corps à 360, le corps et l'esprit. C'est-à-dire considérer le corps comme une entité où il y a absolument tout qui est connecté et ne pas diviser le corps par organe, en fait, ce qu'on a tendance à faire dans notre médecine aujourd'hui, et aussi ne pas s'intéresser que à la médecine chimique, mais aussi s'intéresser à la médecine, à la phyto, éventuellement à l'homéo, à toutes ces médecines douces, comme on dit, ou parallèles, qui, elles, vont être un peu plus mises de côté quand on est dans une approche 100% scientifique aujourd'hui, quoi. Mhm. C'est ce que disait un de tes médecins dans la série. Il dit que les problèmes de l'intestin peuvent amener une dépression aussi, que Oui. ça touche le cerveau et qu'il faut faire attention à l'ensemble. C'est un peu lié à ce que tu dis, j'ai l'impression. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'intestin et le cerveau communiquent sans arrêt par en fait le nerf vague, qui est le nerf qui part du cerveau jusque un peu plus bas dans le corps, et donc ça passe par les intestins et les informations remontent sans arrêt.
Et en plus de ça, nos bactéries créent sans arrêt ce qu'on appelle des métabolites, qui sont des petites molécules. Ces molécules passent dans le sang et en fait, ces molécules, elles produisent à la fois des vitamines, des neurotransmetteurs et tout un tas de choses qui en fait remontent jusqu'à la tête, si on peut dire. Et du coup, il y a une vraie communication intestin-cerveau qui se fait tout le temps. Et du coup, on pourrait imaginer, alors on ne peut pas le dire tout à fait comme ça, mais on pourrait imaginer qu'une partie de notre personnalité ou de nos attitudes, de nos humeurs, sont en lien avec la production de métabolites de notre microbiote. Donc c'est pour ça que, enfin, c'est ce que commence un peu à explorer la science aujourd'hui. Et on parle de probiotiques, mais on parle aussi de psychobiotiques. Donc ce serait des bactéries qui pourraient orienter la façon dont notre psychologie fonctionne, quoi. Wow. Ouais. Et même, par exemple, j'ai déjà lu des témoignages de personnes qui avaient des problèmes, par exemple, de bipolarité ou des problèmes de schizophrénie ou voilà, ce type de problème, qui, en faisant des transplantations fécales, ont vu véritablement leur attitude changer. Donc, il y a des choses qui commencent un peu à se décanter de ce côté-là, où on peut penser que peut-être, en fait, quelque part, notre personnalité n'est ou nos troubles psy ou qu'importe ne sont pas totalement dus à nous-mêmes en fait, mais plutôt à l'écosystème qu'on hébergerait. Ouais, bien sûr. Bah, après tout, le physique influe sur enfin, sur le mental. Bon. Après, moi, Voilà. j'y connais rien. Je ne suis pas aussi calé que toi sur. Bah, voilà, mais en vrai, c'est très très fascinant quand on s'intéresse à tout ça. Moi, je suis pas scientifique de base du tout. Et en fait, ça élargit. Enfin, moi, cette découverte des bactéries, des virus, etc., ça élargit sa conception de soi-même en tant qu'humain, quoi. Mhm. Est-ce que donc là cette série on peut la regarder gratuitement voilà, il n'y a pas besoin de compte, hein, je le répète Ouais. encore pour les spectateurs qui nous écoutent, c'est tout de suite vous googlisez, vous cliquez et vous regardez et vous kiffez. Voilà, moi je me demandais qu'est-ce que tu as regardé pendant ce confinement? Est-ce qu'il y avait des séries ou des films que tu en as profité pour Qu'est-ce rattraper, que pour j'ai découvrir? regardé? Très bonne question. Qu'est-ce que j'ai regardé de bien? Je sais même pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, par exemple, tes copains qui t'ont dit, ah, faut vraiment que tu regardes ça, et là tu t'es dit, bon, allez, là je m'y mets, voilà, pour une fois, j'en profite, j'ai du temps, enfin, je sais pas, peut-être que tu n'avais Bah pas. non, pas tellement, parce que je travaille énormément. J'ai écrit un nouveau livre et j'ai surtout beaucoup lu pour mon nouveau livre qui traite D'accord. donc de sexualité féminine et patriarcat. Hmm. Donc j'ai lu énormément de livres féministes et de livres sur la sexualité, histoire des sexualités. Plein de livres féministes des années 70 qui ont traité de sexualité. Donc, en réalité, je travaille beaucoup, beaucoup. Et c'est un confinement où presque j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Donc, je vis pas un confinement hyper chill, quoi. D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais des livres que tu as lus sur féminisme, patriarcat, qui nourrissent un peu ta jouie, voilà, Euh, qui nourrissent le fond de ta vie? oui, Est-ce que tu en as que tu pourrais conseiller là ouais. Alors, moi, je suis particulièrement fan d'une militante, féministe, autrice qui s'appelle Andrea Dworkin, Hmm. bon, qui est décédée il y a quand même, il me semble, un petit moment. Et qui est une femme qui a beaucoup parlé. Bah, déjà, elle a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Intercourse. En français, je crois qu'il est traduit, qui s'appelle Coït, qui est donc sur l'acte sexuel, le coït entre hommes et femmes. Et donc, elle parle de tout ça. Elle parle de ce que veut dire le coït, en fait. Et enfin, elle déconstruit un peu la pénétration comme un élément central de la sexualité. C'est assez intéressant ce qu'elle dit. Enfin, moi, ce livre m'a beaucoup, beaucoup interloqué. Elle a aussi écrit un livre sur le porno et elle a été très très visionnaire, c'est-à-dire qu'elle a écrit un livre sur le porno avant qu'il y ait Internet et qu'on soit à un clic de vidéos plus ou moins salaces. Et du coup, elle se permet une critique assez radicale du porno, ce qu'on a du mal à se permettre aujourd'hui dans un monde dans un monde hyper libéral où il faudrait dire amen à, à toutes les sexualités, on va dire, sauf la pédophilie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une femme à lire, à relire surtout, parce qu'elle a un peu été mise aux oubliettes ces dernières années. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai trouvé hyper bien, qui s'appelle Histoire des sexualités, qui est écrit par
Alors j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'historienne, mais par une certaine, attendez, je crois que je l'ai pas loin, Sylvie Steinberg, voilà. Enfin, par cette historienne-là et par d'autres historiens, parce que c'est plusieurs historiens qui écrivent dans ce livre. Et du coup, ça retrace l'histoire de la sexualité depuis la Grèce antique, depuis Rome jusqu'à aujourd'hui. Et c'est absolument passionnant. Donc j'ai lu tout un tas de livres comme ça qui m'ont permis de structurer ce que j'ai envie de dire, quoi. Et tu penses à en faire une version comme tu as fait pour les intestins? Est-ce que tu penses à faire une version animée, on va dire? Bah, j'adorerais parce que je pense que ça pourrait être absolument génial. Euh, mais bon, ce serait forcément un film extrêmement militant. Là, on est moins sur un sujet scientifique, on est vraiment sur un, une prise. Enfin, mon livre est une prise de position, enfin, sera une véritable prise de position. Euh, Pareil, il faut trouver une chaîne qui veut m'accompagner là-dedans. Mm. Mais tu penses justement que ce discours militant empêcherait la réalisation de cette série? Parce que c'est bien aussi quand c'est engagé, quand il y a un message fort aussi. C'est... Disons que ça dépend si ce sont des hommes ouverts à la direction des chaînes ou pas. J'aime bien parce que c'est pas ce que je dis n'est pas sympathique vis-à-vis de la gente masculine forcément. Je m'attaque clairement au patriarcat au sein de la sexualité, au comportement des hommes dans la sexualité, au comportement abject sous la couette. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie de remettre ça en question. Euh, et quand on voit au sein du gouvernement qu'on a des mecs accusés de viol à la tête et qu'on voit au sein des grandes rédactions qu'on a des harceleurs, ça va vraiment dépendre de qui. Enfin voilà, c'est la limite du truc. C'est-à-dire que pour l'instant, je vois des docus sur il y en a un très bon là sur Arte en ce moment, pop féminisme, sur le féminisme pop. Il y a des docus, mais qui sont très bien, mais ça reste quand même sur un ton qui n'est pas euh, agressif ou qui n'est pas, comment je pourrais dire, un peu misandre. Parce que moi, je pense que je suis un peu misandre et j'ai le droit de l'être et je pense que c'est légitime de l'être aujourd'hui. J'adopte un ton misandre enfin, en toute conscience. Et je pense que ce ton-là a encore du mal à être entendu et que la rage des femmes a besoin encore d'être contenue dans les médias. Donc, je ne sais pas si on me laissera porter ce projet voilà, sur des grandes chaînes, je l'espère. Mhm. Ok. Euh, je- Ça me fait penser justement. Est-ce que justement tu parles de patriarcat, y compris dans le système de production aussi. Est-ce que tu l'as senti quand tu as fait comment j'ai hacké intestin? Je le dis intestin, c'est plus court, désolé. Ouais, bah, oh non, pas du tout en fait. Vraiment pas, parce que sur ce sujet-là, bah, en fait, ça touche tout le monde, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Mon équipe de prod, bon, ils me connaissent, ils savent, enfin, je veux dire, ils savent qui je suis, ils me soutiennent à 100%. Euh, non, non, j'ai vraiment pas eu, j'ai pas du tout subi de censure, j'ai pas subi de misogynie, ni quoi que ce soit. Ça a été vraiment hyper top, aucun souci. Et les retours des spectateurs, est-ce que tu as eu... Enfin, je dis spectateurs, ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais plutôt on va dire, bah, est-ce qu'il y a des gens qui, en voyant ça, ont découvert des choses et t'ont envoyé des messages, j'imagine, en disant, ah bah super d'avoir fait ça sur... Moi j'ai découvert des choses, des pistes. T'as eu des réactions comme ça? Alors moi, j'ai eu des messages très positifs comme des messages hyper négatifs. J'ai eu beaucoup de messages positifs de gens qui ont enfin compris quelle était peut-être leur problématique intestinale, parce que les gens, quand ils ont mal au ventre, restent pas mal dans l'ombre et ne comprennent pas en fait vraiment comment fonctionne l'intestin, comment fonctionnent les bactéries. Donc il y a plein de gens qui me disaient, oh merci, j'ai enfin l'impression de saisir ce qui se passe. Et après, j'ai eu beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé le format, qui n'aiment pas ma tête aussi, hein, tout simplement, qui n'aiment pas ma façon de m'exprimer, qui pensent que je suis vulgaire et qu'on ne parle pas de choses comme ça aussi, en étant aussi libérée. Donc voilà, j'ai aussi reçu des messages du genre mais ta gueule, on a rien à foutre de tes problèmes. Enfin, On rappelle à voilà. ces, on rappelle à ces gens-là que personne ne les force de regarder quoi que ce Et soit. c'est ça. C'est un peu maso, quoi. Mais bon. Mais c'est marrant.
C'est bizarre. Mais bon. Et justement, pardon, j'avais un truc Pas de justement souci. à te poser là-dessus. Bon, ah, zut. Oui, parce que tu parlais là au début, tu avais une expression dans le documentaire sur les groupes en fait de malades sur les réseaux sociaux qui se rassemblent pour partager des études. Tu avais une expression intéressante pour qualifier ça. Je sais Euh, plus ce que j'ai dit. enfin, en fait, c'est les gens qui souffrent d'une maladie et qui se regroupent sur. Ah, les patients experts? C'est ça, les patients experts. Voilà. Et moi, je Oui. trouve que c'est une idée intéressante de se rassembler là-dessus. Est-ce qu'il y a notamment moi, c'est un monde que je connais pas. Est-ce que c'est des gens qui se réunissent donc par maladie ou est-ce qu'il y a des groupes plus génériques qui sont dédiés à la médecine ou quelque chose comme ça? Bah, pour moi, un patient expert, c'est quelqu'un qui devient un expert de sa propre maladie, parce que généralement, les patients experts sont un peu des malades chroniques, c'est-à-dire qu'on ne devient pas expert d'un jour à l'autre déjà. Donc ça Mhm. prend 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, et qui finalement aussi deviennent experts parce qu'ils ont testé un nombre de trucs absolument record et qu'ils ont un peu une idée de ah ça marche, ça marche pas. Et en fait, à part aussi quand on est créateur de groupes Facebook, quand on dirige soi-même un groupe Facebook ou un blog, etc., on reçoit un certain nombre de témoignages des gens en fait. Et surtout, on peut faire des sondages. Donc, on commence à avoir une idée très claire de qui marche pas, qui sont les médecins à aller voir, qui sont les médecins à ne pas aller voir, euh, ce qui est du charlatanisme, ce qui fonctionne. Enfin, voilà, donc en fait, pour moi, les patients experts, c'est ça. Je sais que sur certaines pathologies comme des cancers, des Crohn, etc., aujourd'hui, on peut être reconnu officiellement comme patient expert. Il y a une sorte de tampon. Je crois qu'il y a même une formation dans certains hôpitaux, universités, je ne sais plus. Bon, c'est pas le cas pour ma pathologie. Moi, je me déclare patient expert parce que j'estime que je mérite bien ce titre. Mais je pense que ça devrait presque devenir un métier, dans le sens où, par exemple, notamment aux États-Unis, vu qu'ils ont une approche de la santé un peu différente parce qu'il n'y a pas la sécurité sociale, donc les gens sont beaucoup plus précautionneux. Ah, c'est bon. Oui, ça a coupé. Euh, J'ai à précautionner. Voilà. oui, parce que Je du crois que coup, c'est de mon vu que... côté. Ah, c'est bon? Ouais. Oui, Et oui, c'est donc, bon. vu qu'ils doivent décider où ils dépensent, euh, parfois, ils décident de mettre leur argent dans les mains de quelqu'un qui a déjà vécu la situation et qui va pouvoir les aider en faisant du coaching, notamment quand ils ont déjà tout essayé dans la médecine plus conventionnelle et qui sont arrivés au bout du parcours, et que quelqu'un qui est malade n'a peut-être pas trouvé le point final, c'est-à-dire n'est pas guéri, mais sait manager les symptômes au quotidien et peut apporter une aide pour expliquer comment manager ces symptômes au quotidien. Mhm. Donc, voilà. C'est un peu. Est-ce que ça serait pas ça un peu le message de ton documentaire au fond, de dire, ayez confiance en vous aussi. Vous savez ce qui vous arrive. Enfin, je sais pas. Est-ce que s'il devrait y avoir un message à ton documentaire, qu'est-ce que ça serait en fait? Je pense qu'il y a deux messages. Il y a celui-ci, clairement, de dire, voilà, si vous êtes atteint d'une pathologie qui n'est pas intestinale, qu'importe la pathologie, et que ça peut être l'endométriose, ça peut être, enfin, qu'importe, et que que la médecine ne trouve pas de solution, enfin, la médecine conventionnelle ne trouve pas de solution pour vous, euh, prenez le risque d'essayer de comprendre ce qui vous arrive déjà. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire croire aux gens que la médecine c'est un truc inaccessible, il faut faire 10 ans d'études pour comprendre, patati patata. Bon, évidemment, on n'est pas médecin d'un jour à l'autre, on ne devient pas médecin tout court si on ne fait pas médecine, mais on peut très très bien saisir les tenants et les aboutissants et la façon dont les choses se déroulent dans le corps. Aujourd'hui, il y a des vidéos YouTube avec des gens qui font des petits dessins hyper spécifiques. Alors, comment marche le foie, comment une colonne vertébrale se plie en deux, comment... Tout, en fait. On peut passer des heures déjà à essayer de comprendre. On peut acheter des livres à foison. Il y a du contenu à ne plus en pouvoir. Donc, moi, je trouve que c'est dommage de rester aveugle au dysfonctionnement de son propre corps. Et ensuite, je pense qu'il faut s'allier à d'autres malades pour se sentir moins seul. Donc les assos, les groupes Facebook, etc., je pense que c'est extrêmement, extrêmement nécessaire. Donc ça, c'est le premier message. Et puis le deuxième message, c'est un peu le message de fin dans le dernier épisode, c'est de dire aux gens que
euh, tout ce qui nous arrive, que ce soit des infections bactériennes, des virus, enfin tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qu'on appelle micro-organismes, on considère aujourd'hui que c'est pas bien, c'est méchant, ils sont méchants, vilains, on ne veut pas en entendre parler. Parce qu'en fait, nous sommes nous-mêmes ce qu'on appelle des holobiontes. L'holobionte, c'est quoi? On a un génome humain, mais on a aussi un génome bactérien. Parce que toutes ces bactéries, elles communiquent, qui sont dans nos intestins, sur notre peau, partout en fait, même sur nos sexes, communiquent sans arrêt avec nos cellules. Et donc, par conséquent, on est à la fois un mix de micro-organismes et on est en même temps humain. Et que si on comprend ça, on ne peut pas se mettre au-dessus de la nature, en fait. On a la nature en nous et que... Enfin, je pense qu'il faut revoir la médecine euh, sans nous placer au-dessus de tout le monde, mais en nous plaçant dans une sorte de grand écosystème. Et je pense que c'est un peu ça aussi le message de mon docu, c'est d'essayer de prendre, en fait, à travers certaines maladies, on peut prendre conscience de sa place. Enfin, on a une meilleure vision de où on se situe en tant qu'humain dans ce règne du vivant, quoi. Hmm. Alors, quelqu'un demande quand sort ton prochain livre en commentaire. Je pense pas avant l'été 2021, voire septembre 2021. Bon, ça va passer vite. Allez, on va Ça dire va ça. passer vite, ouais. Ah, c'est ça. Et je crois pas avoir vu passer. Tu as vu une question dans les commentaires qui t'interpellait? Je crois pas qu'il y avait de questions en fait. Je crois que les gens. Il y a quelqu'un qui a demandé. Tout le monde était un. Non, bah, en fait, j'ai l'impression que mon truc a bloqué parce que je vois pas du tout de message et puis je vois pas du tout les chiffres qui bougent, donc je sais pas. D'accord. De toute façon, là, la vidéo va pas tarder à se couper vu qu'on a une limite de temps. Donc, plutôt que de D'accord. t'interrompre, voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou voilà. Non, merci de m'avoir invité. Ben, merci en tout cas de nous avoir parlé. Et donc, on a hâte de lire ton prochain bouquin et de voir si, si tu fais une saison 2 à Comment j'ai hacké mon intestin, la médecine, J'espère. la médecine chinoise ou quelque chose comme ça, la découverte, ça pourrait faire toute une série là-dessus. Ah oui, oui, toutes les médecines du monde autour des intestins, il y aurait à dire. Et voilà. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Dora De rien. pour ce moment. Et puis donc à très bientôt et bon courage pour la suite Ça de ton. marche. Salut. Merci. Ciao tout Ciao. le monde. Bye. Salut. Alors je vous rappelle que la vidéo de toute façon sera enregistrée et disponible sur le compte du CNC une fois que ça sera terminé.